Donc, alors, le dernier dispositif que nous allons voir est la conception, qui est à sa base, c'est le dispositif asiatique. Alors, les Asiatiques en matière des droits de l'homme, comme les musulmans, défendent l'idée d'un particularisme asiatique en matière des droits de l'homme. Avec cette différence, c'est que les Asiatiques ne refusent pas d'universalité des droits de l'homme, mais ils acceptent l'idée de l'universalité, mais ils défendent en même temps l'idée que les droits doivent s'exercer ou doivent prendre en considération la diversité culturelle, doivent être exercés dans le contexte culturel, on doit prendre en considération le contexte culturel dans lequel ils vont s'exercer. Donc, ils adhèrent à l'universel, mais en même temps, ils posent une condition, celle de respecter leur particularisme, leur culture, de respecter le contexte culturel dans lequel s'exercent les droits. Alors, les textes asiatiques, nous avons le premier texte, c'est la déclaration de Bangkok, qui a été adoptée par la conférence régionale asiatique sur les droits de l'homme. Ça a été en 1993 et ça a été en préparation à la conférence de Vienne. Alors, la conférence de Bangkok a affirmé l'idée asiatique d'adhérer à l'universel, mais la prise en considération du contexte culturel. Donc, la conférence de Bangkok, elle a réaffirmé le principe que les droits de l'homme sont universels, mais elle a souligné en même temps l'importance de la prise en compte des particularités nationales, régionales, ainsi que le contexte historique, culturel et religieux. Donc, les Asiatiques adhèrent à l'universel, mais avec conditionnalité, qui est le contexte religieux, national, le contexte culturel. Alors, le contexte culturel asiatique, en quoi il peut être un obstacle, si je peux dire, à une adhésion, quels sont les obstacles qu'il dresse devant une adhésion à la manière occidentale, si je peux dire. Alors là, il y a plusieurs obstacles. Nous avons le premier obstacle qui est l'obstacle dont parlent les bouddhistes ou que relèvent les bouddhistes, c'est que les droits de l'homme à l'occidental, en fin de compte, est contraire à leur rite. C'est-à-dire qu'il les empêche, si je peux dire, d'exercer correctement le rite. Et surtout, il parle de la nirvana que les droits de l'homme à l'occidental empêchent d'atteindre. Donc le bouddhisme, il pense, premièrement, il se voit comme étant une religion universelle elle aussi, au titre que les autres religions monothéistes. En même temps, il pense que la conception occidentale empêche le rite. Nous avons la culture confucienne qui avance plusieurs éléments qui empêchent, si je peux dire, qui peuvent constituer autant d'obstacles contre l'adoption d'une conception des droits de l'homme à la manière occidentale. Alors, qu'est-ce qu'il avance? Il avance d'abord les obstacles que peut entraîner la conception occidentale des droits de l'homme. Premièrement, l'individualisme. La conception occidentale des droits de l'homme est une conception individualiste et de ce fait, elle est contraire à la tradition d'obéissance à la famille, à la communauté qui existe dans les sociétés asiatiques. Donc nous avons donc l'individualisme. L'autre obstacle qu'on peut voir par exemple en Inde, c'est les castes. Parce que le système des castes, il est fondé sur l'idée de statut. Alors que les droits de l'homme ne reconnaissent pas les statuts. Les droits de l'homme, ils sont fondés sur le droit subjectif, la subjectivité. Donc les statuts, les castes, ça veut dire le statut, un statut à la naissance, c'est contraire à l'idée des droits de l'homme. Nous avons aussi l'ordre social. Alors, dans les traditions asiatiques, l'ordre il est fondé sur
l'harmonie, sur la discipline, sur un certain nombre de rites, sur un respect de l'autorité. Sinon, lorsqu'il y a un problème, il y a l'idée du compromis, il y a l'idée de l'arrangement. En fin de compte, on est contre le conflit. Surtout dans les conceptions confuciennes, on est beaucoup plus pour le consensus que pour le conflit. Donc pour eux, la régulation, si je peux dire la régulation sociale, il se fait d'abord par l'obéissance, par la discipline, par le respect de la communauté, le respect de la famille, et en cela l'éducation joue un rôle important. Puis elle se fait aussi par les arrangements, par les compromis. Et en fin de compte, l'idée c'est qu'on refuse le conflit, on préfère beaucoup plus le consensus. Donc il y a ces idées-là qui sont contre. Alors, les valeurs qui créent, c'est pas qu'ils sont contre, mais qui créent des obstacles pour adopter une conception des droits de l'homme à l'occidental. Donc, alors, les valeurs que les Asiatiques défendent, qu'est-ce qu'ils défendent? Ils défendent d'abord la communauté avant l'individu, d'abord la communauté, ensuite l'individu. La communauté, ça peut être la nation, ça peut être la famille, ça peut être donc la communauté avant l'individu, et donc l'individu doit respecter la communauté. Ceci dit, la communauté, elle aussi respecte l'individu, mais d'abord on donne une priorité à la communauté. Ils ont la priorité qui est donnée au consensus sur le conflit. Puis il y a l'idée de l'harmonie raciale, l'harmonie religieuse, l'ordre public, donc en fin de compte l'ordre social, l'harmonie, tout ça, ça veut dire qu'on donne une importance à la stabilité politique. La stabilité politique, donc les Asiatiques, en fin de compte, ils disent qu'ils ne sont pas contre la démocratie. Mais pour eux, la démocratie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord qu'elle va assurer un ordre, qu'elle va assurer la stabilité. La démocratie, pour eux, n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas un objectif, non. Elle est un moyen. Elle est un moyen pour assurer la stabilité sociale, pour assurer la prospérité économique. Et là, nous avons la dernière valeur à laquelle les Asiatiques sont attachés, c'est celle de la subsistance. Les droits, ça veut dire d'abord la subsistance. Entre la liberté et la subsistance, ils donnent la priorité à la subsistance. Donc, et de ce fait, les Asiatiques, ils sont pour l'idée que les droits de l'homme se valent. Il n'y a pas cette idée de droit formel, de droit de première génération. Non, tous les droits se valent. Dans un pays, il y a tous les droits, et on peut donner la priorité aux droits économiques au détriment des droits politiques. Donc tous les droits se valent. Et donc, chez les Asiatiques, la subsistance d'abord, la liberté ensuite. Ensuite, il y a aussi cette idée du respect de l'autorité comme valeur. Donc stabilité politique, donc comme communauté, consensus, ordre et stabilité politique, respect de l'autorité, prospérité économique, voilà les valeurs auxquelles les Asiatiques donnent une grande importance. Alors, les Asiatiques, nous avons vu qu'ils ont adopté la déclaration de Bangkok, puis de nos jours, ils ont un régime, si je peux dire, protecteur, mais en construction, c'est-à-dire c'est petit à petit. Alors c'est au sein de l'association des nations du sud-est asiatique que ce régime-là est en train de se construire. Alors dans ce régime, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le plan d'action d'Hanoï de 1999-2004. Alors ce plan d'action, il a pour ambition une protection des droits de l'homme au niveau régional en adéquation avec les instruments internationaux de défense des droits de l'homme. Il y a le plan d'action pour une communauté de sécurité qui a été adopté en 2004 et qui insiste sur la volonté commune d'instaurer la démocratie dans la région. Puis il y a la charte de la ZIN en 2007 qui a posé la nécessité de promouvoir les droits de l'homme, mais dans le respect des droits et des responsabilités de chaque État. Et la charte de la ZIN, elle prévoit la création d'une commission intergouvernementale des droits de l'homme. Donc, ils sont en train d'évoluer vers, comme je dis, une construction d'un régime protecteur
en matière de droits de l'homme. Et un régime dans lequel il se réfère, il réaffirme les documents universels, mais toujours en prenant ou en défendant l'idée qu'il existe un particularisme, je dirais, mais qu'il y a une diversité qu'il faut respecter. Alors, ce mouvement, si je peux dire, que nous remarquons dans l'Asie du Sud-Est, celle de créer un régime, l'existence d'un régime en construction protecteur des droits de l'homme, alors, et qui s'approche des textes internationaux, donc qui reprend, si je peux, qui s'inscrit dans l'universalisme des droits de l'homme. Au sein de l'OCI, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, au sein de l'OCI en 2008 a été adoptée une nouvelle charte. 2008, je crois, ça a été le sommet des chefs d'État de l'OCI, la conférence au sommet de l'OCI, ça a été au Sénégal, je crois que ça a été la 16e conférence, donc a été adoptée une nouvelle charte dans laquelle la commission permanente indépendante des droits humains qui a été créée au sein de l'OCI favorise les droits civiques, politiques, socio-économiques consacrés par les conventions et les déclarations de l'organisation, c'est-à-dire de l'OCI, ainsi que par les autres instruments universellement reconnus en conformité avec les valeurs islamiques. Donc, presque la même attitude, au lieu de créer un parallélisme que nous avons vu lorsqu'on a parlé des instruments islamiques, entre les instruments islamiques et l'international, non. Ils s'inscrivent dans l'international, mais en posant une condition, celle de respecter les valeurs islamiques. Donc, nous avons presque la même attitude que nous voyons chez les Asiatiques. Alors, ce régionalisme, cet universalisme en matière de droits de l'homme, ils font l'objet d'un débat qui est toujours d'actualité entre l'universalisme et le particularisme, ou ce que nous appelons le relativisme culturel en matière de droits de l'homme. Alors, l'universalisme en matière des droits de l'homme, ou les universalistes, ceux qui soutiennent qui défendent l'idée de l'universalité des droits de l'homme, alors il faut d'abord faire la remarque, c'est que ils défendent l'universalisme. Pas l'universalité, je peux dire, on sort de cette idée de l'universalité des droits de l'homme. Ça a été la première attitude, celle des révolutionnaires de la Déclaration française, celle de défendre des droits universels. Universels, c'est-à-dire, bon, c'était sur le plan national, c'est-à-dire, mais on défendait des droits universels. Donc il y avait une universalité de droits, presque une uniformité partout. On réclamait on défendait les mêmes droits. Alors cette idée-là d'universalité de droit, nous sommes en train de plus en plus, on peut dire, de sortir de cette idée pour aller vers un universalisme, mais pas des droits, mais un universalisme des sujets du droit. C'est l'homme qui est universel. Et l'homme, parce qu'il est au nom de son humanité, il a des droits partout là où il est. Cette humanité doit être, il y a une humanité d'abord qui nous unit en tant qu'être humain, et partout où nous sommes, elle doit être respectée. C'est ça l'universalisme auquel on aspire aujourd'hui. C'est un universalisme du sujet du droit plus qu'une universalité des droits. Alors, les universalistes, ils défendent cette idée-là, comme quoi il y a une humanité qui nous unit, qu'il y a des droits qui partout peuvent être qui doivent et qui portent un droit à la vie, mais partout il est respecté. La dignité, l'égalité, ce sont des droits qui partout font partie de notre humanisme et de notre humanité, et donc on peut défendre. Ils ne sont pas contre l'idée de la diversité. Les universalistes de nos jours, ils restent, au contraire, la diversité, elle est enrichissante, ils s'inscrivent dans la diversité, mais ce dont ils ont peur, c'est d'exagérer les particularismes. Ils ne cherchent pas l'uniformité par les droits de l'homme, non, mais ils refusent aussi qu'on exagère les particularismes ou qu'on se retranche derrière les particularismes culturels pour commettre des abus. Mais sinon, ils acceptent l'idée de la diversité.
Alors, du côté de l'autre côté, c'est-à-dire le relativisme culturel, alors il y a l'idée qu'ils soutiennent, c'est qu'ils refusent l'uniformité, c'est-à-dire il n'est pas question pour eux que les droits de l'homme soient vécus de la même manière. Les hommes ne sont pas les mêmes, ils sont différents, donc leurs droits ne peuvent pas être les mêmes partout. Donc il y a une différence, il y a des différences, et la culture et le droit à la culture, lui aussi c'est un droit de l'homme, donc il faut qu'on respecte les cultures. Donc il faut qu'on respecte ce droit à la culture, doit être préservé, mais en même temps pour la conciliation ou le rapprochement entre ils acceptent, donc ils défendent le relativisme culturel, mais en même temps ils savent qu'il y a des pratiques culturelles qui sont contraires à la dignité, donc humaine, qu'on peut parfaitement aller contre. Donc relativisme culturel, oui, lorsque ces pratiques, lorsque ces traditions ne sont pas contraires à la dignité humaine, mais lorsque les pratiques, on peut vraiment, ils acceptent, même s'ils font partie d'un patrimoine culturel, ils acceptent qu'on peut aller contre ces pratiques au nom donc des droits de l'homme. Donc l'universalisme aujourd'hui, on est de plus en plus, premièrement, tout le monde se félicite que de plus en plus on accepte cette diversité, on accepte qu'il y a plusieurs conceptions des droits de l'homme. Et que tout le monde accepte que les droits de l'homme, c'est pas une uniformité, ça veut dire qu'on va. Puis aujourd'hui, on est de plus en plus conscient que l'universalisme peut avoir lieu ou ne peut avoir lieu que si tout le monde est convaincu, ou que si les droits de l'homme ne sont pas défendus d'une manière qu'ils apparaissent comme étant liés à une conception donnée. Il faut qu'ils apparaissent comme étant les droits de tout le monde, des êtres humains dans leur diversité. Il ne faut surtout pas qu'une conception, quelle qu'elle soit, voit qu'elle a naturellement une évolution naturelle vers l'universel. C'est ça la condition pour que cet universalisme soit défendu. Ce que personne, aucun patrimoine ne peut prétendre qu'il a une nature ou qu'il a une évolution, qui peut avoir une évolution naturelle vers l'universel, et qu'il y a une diversité. Et de l'autre côté, il ne faut surtout pas qu'on se cache derrière le relativisme culturel, derrière le droit à la culture, pour que des abus soient commis. Donc voilà pour ce chapitre un peu sur les conceptions nécessaires, parce que ça vous permet de voir les présupposés qui sont à la base de chaque conception, les différents, pourquoi différents avec un D, les différents qui existent, ou les mésententes qui existent, l'origine des mésententes qui existent, pourquoi les droits ne sont pas défendus de la même manière, pourquoi certains droits ont des préférences, donc des patrimoines plus que d'autres. Tout cela, on ne peut pas le voir si on ne voit pas ce débat philosophique qui est à la base des droits de l'homme. Alors, à plusieurs reprises, je vous ai parlé des générations des droits de l'homme. J'ai utilisé le terme, alors je vais ouvrir une parenthèse à la fin de ce chapitre pour m'arrêter sur cette notion des générations des droits de l'homme. Alors, généralement, il y en a qui refusent, parce que l'idée des générations, c'est une manière de voir, si je peux dire, l'évolution, de juger, de structurer un peu l'évolution des droits de l'homme. Il y a une partie de la doctrine qui est contre l'idée de génération, parce que pour elle, il y a une interdépendance, tous les droits se valent. Donc cette génération, si je peux dire, une classification, c'est pas une classification, c'est un regard, je peux dire, sur l'évolution des droits de l'homme. En fin de compte, c'est comme si
on les classait, qu'il y a des droits plus importants que d'autres. Alors, donc, je m'arrête sur cette notion des générations des droits de l'homme. Alors, la génération, c'est une idée sur l'évolution. Alors, généralement, lorsqu'on parle des générations des droits de l'homme, on pense à 3 générations. Aujourd'hui, on est en train de parler d'une 4e génération. Donc, on pense maintenant à 3 générations. Première génération, ce sont les libertés formelles. La 2e génération, c'est ce que nous appelons les droits réels ou les droits créances. Donc la première génération, ce sont les droits politiques et civils. La 2e génération, ce sont les droits économiques et sociaux. Donc, puis nous avons une 3e génération qui est généralement ce que nous appelons les droits de solidarité. Donc, alors la première génération, elle est apparue surtout donc c'est la première vague. Donc, elle est apparue surtout aux États-Unis et en Europe. Donc, aux États-Unis et en Europe, avec les déclarations américaines, avec la déclaration française, c'est ce que nous appelons donc, c'est dans un contexte libéral. Alors, elle est l'incarnation de cette génération. Nous avons la déclaration, la meilleure incarnation, c'est la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, la déclaration française des droits de l'homme et des citoyens, puis il y a les déclarations américaines. Alors, l'idée, la conception de base du droit, l'idée philosophique, c'est qu'il existe un droit naturel, donc un droit naturel est subjectif. Ça, s'il est dit, donc il y a un sujet du droit. Nous avons donc il existe des droits inhérents à la nature humaines qui sont inaliénables et qui constituent des bornes au rôle de l'État, qui limitent le rôle et le pouvoir. Alors l'État dans cette version-là, dans cette première génération, c'est un État qui n'est pas interventionniste. Il y a donc une sphère d'autonomie qui est une sphère d'autonomie individuelle dans laquelle l'État ne doit pas intervenir. Il doit seulement réguler, c'est-à-dire permettre l'exercice équilibré des libertés par tout le monde, et l'exercice des libertés équilibré, l'exercice des libertés avec l'ordre public. Donc c'est un État gendarme. Alors le contenu de ces droits, nous avons les droits de l'intégrité physique, donc les droits de la sûreté, les conditions physiques de la sûreté. Nous avons le droit à la vie, le respect de l'intégrité physique, puis nous avons les libertés intellectuelles, la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Puis ces libertés-là, on a toujours pensé que ces libertés sont préservées. Il y a toujours un alliage avec la liberté de participation. Donc en même temps, on avait la proclamation des droits politiques. Ça, c'est la première génération des droits de l'homme. Donc, alors, la deuxième génération, on va parler beaucoup plus des droits. La première génération, ça a été les libertés formelles, c'était des libertés beaucoup plus que des droits. La deuxième génération, c'est la génération des droits réels ou les droits créances. Alors, c'est les droits socio-économiques. Alors, ce sont une génération de droits d'inspiration socialiste. Alors, la caractéristique de ces droits, c'est que ce sont des droits donc réels qui touchent un peu les conditions économiques de la personne. On reconnaît les droits économiques, culturels. Donc, puis ce sont des droits collectifs, c'est-à-dire exercés par l'individu en groupe. Donc, nous avons le droit au travail, le droit à l'éducation, nous avons le droit syndical, le droit de grève. Donc tous ces droits-là, ils peuvent être exercés soit par l'individu seul, soit en collectif, en groupe. Nous avons l'État. Alors la forme de l'État, c'est un État interventionniste. Nous sommes dans l'État-providence. Alors la consécration de ces droits, elle est d'abord, ça a été une consécration internationale. Puis par la suite, elle a été reprise par les textes internationaux, par les textes nationaux. Nous avons par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous l'avons vu à la fin de la déclaration. Il y avait la reconnaissance des droits. Nous avons les pactes des droits économiques de 1949.
1966. Alors, les droits de la troisième génération, les droits de la troisième génération, ou ce que nous appelons les droits de solidarité, et ce sont des droits qui résultent de l'internationalisation des droits de l'homme. Et ce sont des droits qui ont une particularité, c'est qu'ils ne parlent pas des droits des individus. Non, mais ils parlent des droits de l'humanité, le droit à la paix, le droit à un environnement sain, le droit sur les ressources. Donc tous ces droits que nous appelons les droits de solidarité, parce qu'ils ont cette caractéristique, c'est qu'ils ne s'adressent pas, ils n'ont pas pour titulaire un individu. Donc, et ça, c'est un problème de ces droits-là. Parce que les droits, et un droit, lorsqu'on dit droit, ça veut dire qu'il y a j'ai un titulaire, j'ai un contenu de ce droit qui est clair, et j'ai un débiteur. Alors que ces droits-là, ils sont prononcés d'une manière un peu générale, le contenu donc est un peu vague. Puis nous avons le titulaire, c'est qui? Ben, c'est l'humanité entière. Le débiteur, on ne sait pas. Donc en fin de compte, ils sont beaucoup plus prononcés sous forme de principe que de droit. Mais il y a une chose, c'est que ces droits, ils sont considérés comme étant un recentrage des droits de l'homme, un retournement, si on peut dire, ces droits de la troisième génération, le droit de solidarité, ils sont considérés comme étant un retournement dans les droits de l'homme, un recentrage. On procède presque à un recentrage dans les droits de l'homme. Pourquoi? Parce que les droits civils et politiques, les droits économiques, ils s'inscrivaient toujours dans une dialectique individu-État. Alors que ceci, je n'ai pas cette relation, les droits de la troisième génération, je n'ai pas cette relation dialectique individu-État, mais j'ai des droits pour l'humanité entière. Pour l'humanité, ce sont des droits qui concernent l'humanité entière, qui concernent des problèmes globaux, si je peux dire. Les problèmes de l'environnement, ça ne concerne pas un État ou un autre, ça concerne l'humanité entière, et que donc on essaie d'affirmer sur le plan donc international pour l'humanité entière. Alors donc ils traduisent, et au lieu de traduire cette relation individu-État, ils traduisent beaucoup plus une vision communautaire et un sens, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus conscient qu'on nous constitue une communauté internationale et que nous sommes, si je peux dire, considérés que nous sommes concernés, tous concernés par les problèmes qui peuvent se poser d'une manière globale et à l'humanité tout entière. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une quatrième génération. On parle déjà d'une quatrième génération des droits de l'homme. Alors, la quatrième génération, elle concerne les droits qui résultent de l'évolution technologique en matière de l'information et de l'informatique et en matière de la biologie et de la bioéthique. Donc tous les droits relatifs à la protection de l'image, à la vidéosurveillance, les droits relatifs à tout ce qui est clonage, toutes ces questions de la bioéthique, là on les fait considérer, on les fait entrer, si je peux dire, dans cette nouvelle génération qui est la quatrième génération des droits de l'homme. Alors le fait qu'on parle de génération pose un problème. D'abord, nous avons déjà vu que l'attitude de l'État n'est pas la même, alors que dans la nature de l'État n'est pas la même, alors que dans les libertés on réclame, ces droits-là généralement ils sont repris, nous allons le voir dans les constitutions, alors qu'ils réclament une attitude de l'État, une action de l'État qui est complètement différente. Les libertés, on réclame un absentéisme de l'État, une entrave, un État faible, si je peux dire, alors que pour les droits économiques et sociaux, on réclame un État interventionniste, donc un État beaucoup plus fort. Donc il y a ce problème-là. Il y a, donc ça pose un problème de la cohérence constitutionnelle. Puis nous avons le problème qui est posé par
les droits, par ces générations de droits, c'est que de plus en plus, vous allez le voir, on procède à des catégorisations au sein des droits, on procède à des catégorisations droits de femmes, droits des enfants, droits des handicapés, tout ça. Et pour les générations, les catégorisations ne peuvent pas être les mêmes. Donc, en fin de compte, ça crée beaucoup d'incohérences au sein de la Constitution. Il peut créer, ils sont repris dans les constitutions, nous allons le voir. Donc, ça peut créer des incohérences constitutionnelles. Le seul avantage lorsqu'on parle des générations, c'est de montrer que les droits de l'homme, c'est une catégorie, je peux dire, qui évolue, qui est capable et qui doit évoluer avec l'évolution de la société, que plus la société évolue, plus les droits évoluent. Donc lorsqu'on parle de génération des droits, on touche ce côté un peu évolutif, un peu dynamique, si je peux dire, dans la question des droits de l'homme. Ces droits de l'homme, on l'a dit au départ, on défendait l'idée de droit immuable, inaliénable, oui, immuable. Là, on comprend que ces droits, que le contenu de droit évolue avec l'évolution de la société. Voilà donc pour ce chapitre, le deuxième chapitre que nous allons commencer. Là, on va commencer un peu les choses juridiques, c'est-à-dire avec une théorie générale des droits de l'homme.